Salut Thomas. Salut Timothée. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast, enfin, depuis le temps qu'on en parlait. Ouais, bah, je suis content aussi, ça fait plaisir. J'ai un peu mis le temps, mais voilà, on le fait. Au moins c'est en cours. Mec, première question qui me paraît intéressante, c'est est-ce que Ouais. tu voudrais te décrire un peu, que les gens qui te connaissent pas puissent découvrir un peu qui t'es? Moi, je suis Thomas, j'ai 19 ans, bientôt 20. J'étais étudiant parce que j'ai eu quelques démêlés avec les études, donc j'étais encore en terminale cette année. Et là, je suis en recherche d'emploi. Et comédien, je sais pas si je peux dire professionnel parce que j'ai pas un statut, par exemple, d'intermittent du spectacle, mais j'ai déjà eu des contrats, etc. Donc, je tournais dans une série. Et donc, c'est ce que j'aimerais faire plus tard comme métier, que ce soit un travail dans le milieu du cinéma. Donc, Le son il a coupé, est-ce que tu peux reprendre ta dernière phrase, s'il te plaît? ouais. Plus ce que je disais. Attends. Donc voilà, moi, c'est que je sois acteur ou réalisateur, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard, c'est travailler dans le cinéma. Donc voilà. Ok, ouais, c'est un sujet dont on va parler dans ce podcast. D'accord, est-ce que tu as des valeurs ou des adjectifs qui pourraient te décrire plutôt bien? Hum, comment je pourrais dire? Loyal, Mhm. c'est loyal. Je suis quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut parler sans craindre que ça serve contre nous, que je le révèle secret, par exemple. Euh, je suis plutôt empathique. J'aime beaucoup les gens. J'aime pas quand il y a trop de monde, mais j'aime les gens. Donc voilà comment je me décrirais. Ok, ok, très bien. Bon, bah, du coup, t'as parlé de la réalisation de films, de l'acting et tout ça. Est-ce que t'as une Mhm. préférence particulière? Parce que t'as dit réalisateur ou acteur. Qu'il y en a un des deux que tu préférerais Disons que le métier de comédien, acteur, c'est beaucoup moins de contraintes parce que tu n'as qu'à t'occuper de toi-même sur un tournage. C'est pas forcément plus simple parce que le métier de comédien, on pourrait croire que c'est simple. Il faut se mettre dans le personnage, on ne doit pas être simplement, on ne doit pas jouer le personnage, on doit être, on doit, c'est un travail physique et mental qui peut être très dur. J'ai jamais encore eu d'expérience difficile, mais je sais que par exemple sur un tournage que j'ai pu faire il y a quelques années, ça a été assez éprouvant parce qu'on a fini par des grosses chaleurs et fini le tournage. À la fin du tournage, en 3 jours, j'ai dormi non-stop parce que voilà, il faut reprendre des forces parce que mentalement et physiquement, c'est très épuisant. Mais le métier de réalisateur, c'est épuisant pendant le tournage, avant le tournage et après. C'est, tu dois t'occuper. En fait, le réalisateur, j'ai expliqué un petit peu le métier, même si je pense que dans les grandes lignes, tout le monde connaît. Réalisateur, c'est celui qui s'occupe du côté artistique d'une création audiovisuelle. C'est le metteur en scène au théâtre. Donc, il gère le côté artistique, mais il est quand même aussi faire le lien entre les équipes techniques et les équipes artistiques. C'est-à-dire que, il doit être en bonne entente avec le chef opérateur qui, lui, s'occupe de. Donc, c'est celui qui fait les plans, enfin, qui fait pas les plans, mais c'est celui qui filme, place la caméra, etc. Et en général, le chef opérateur, s'occupe des équipes techniques. Enfin, ça peut varier selon les productions, la taille des productions, etc. Mais tout ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le réalisateur a un rôle de pont entre la technique, l'artistique et la production. Ce qui est quelque chose qui est pas négligeable et ce qui est quelque chose de très éprouvant. Donc voilà. Ok. Saurais tout ça pour te dire que je ne saurais pas quoi choisir entre acteur ou réalisateur. Les deux me plaisent énormément. Mais il y a beaucoup plus de responsabilités réalisateur.
Ok, mec, il y a des petits bugs de micro. Est-ce que tu as moyen de le rapprocher un petit peu plus de ta bouche? Je sais Ah, pas. J'ai l'impression que ça détecte pas très bien quand tu commences à parler. Du coup, t'as dit que t'as fait 7 ans de théâtre, c'est ça? ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre au théâtre au tout début? Ce qui m'a motivé à me mettre au théâtre, c'était que j'étais quelqu'un de très timide. Je le suis toujours, hein, mais ça, on l'est toujours plus ou moins, mais on peut arriver à le combattre et on peut se retrouver dans des situations où on a pris du courage grâce à la scène. Je sais qu'avant de faire du théâtre, parler à quelqu'un, regarder une personne dans les yeux, c'était très compliqué pour moi. Même des gens que je connaissais très bien, hein, je veux dire, même des membres de ma famille un peu éloignés, j'avais des fois du mal à les regarder dans les yeux. Et puis, bah, ces années de théâtre, c'est ma mère qui m'a poussé à le faire, parce que moi, j'étais pas forcément très partant pour le faire. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un truc que j'appréciais énormément. C'est génial. Et ça révèle quelque chose. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, les premières années, tu vois, quand tu montes sur scène, tu as le track. Et les premières années, pendant un mois, j'avais le track avant de monter sur scène. Les 2 dernières années, 1 minute avant de rentrer sur scène, j'ai eu le track. 1 minute au début, et après, tu n'as plus le track, quoi. Et c'est pas qu'un avantage pour le théâtre, c'est aussi un avantage, par exemple, quand tu fais des épreuves écrites ou orales d'une matière, par exemple. C'est le même principe, tu vois. J'ai le track 1 minute avant, 1 minute pendant, au début, et puis après, ça passe. Donc, vraiment, en fait, ça m'a fait grandir, et ça m'a apporté de la confiance en moi que j'avais absolument pas avant que ça. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivé à faire du théâtre. Ok, très bien. Très bien. Et du coup, suite à ça, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir acteur ou réalisateur? En fait, j'ai toujours été fan de cinéma. Enfin, du plus loin, hein, que je me souvienne, j'ai toujours été un grand fan de cinéma. Le premier film que je me souviens avoir regardé, c'est probablement pas le premier que j'ai regardé, mais le premier dont je me souviens, c'était Star Wars, Un Nouvel Espoir, donc le quatrième, donc le premier qui est sorti au cinéma. Et j'avais été subjugué par le film, je trouvais ça fantastique. Je me disais, mais enfin, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est peut-être pas à ce moment-là que je me suis dit ça, mais sur le coup, j'étais vraiment, j'étais bouche bée tout le long du film, à me dire, mais c'est génial. C'est... À l'époque, je me disais pas encore que ça serait mon métier plus tard, parce que je pensais pas que c'était un métier. Moi, je pensais que c'était, tu sais, c'est comme quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu te dis pas que c'est un métier quand t'es gamin, Hmm. parce que t'as pas conscience de toutes ces choses-là. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, j'aimerais trop faire ça, moi. Et plus tard, en continuant de regarder des films, en me documentant, en regardant des chaînes YouTube qui parlent de cinéma, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça que je voulais faire, que le cinéma, c'était vraiment ma passion et que il y avait rien d'autre au monde qui me plairait autant que le cinéma, parce que le cinéma, ça réunit tous les arts, tu vois, ça peut réunir tous les arts. Et ça a une dimension qui transcende l'esprit, tu vois. Avec le cinéma, tu peux faire changer les mentalités, tu peux faire connaître des choses aux gens, tu peux leur apprendre l'humanité, tu peux leur apprendre l'histoire, tu peux leur apprendre beaucoup de choses. Et moi personnellement, c'est la forme d'art que je trouve personnellement être la forme d'art suprême. Ah, c'est beau ce que tu dis et j'aime beaucoup tout ce que tu peux dire là-dessus. Ouais. Je suis Merci. globalement très d'accord avec ça. Ouais. Après, je vais pas te mentir, c'est en discutant avec les gens qu'on arrive à bien parler. Si on se parle tout seul, on dit que de la merde. Hmm. C'est vrai aussi. Enfin, ça peut être vrai. Des fois, on dit des choses très justes, rien qu'avec notre cerveau, tu vois. Et ça arrive. Mais disons que si on était juste sur une île déserte, qui n'en avait jamais connu qui que ce soit d'autre, on pourrait pas avoir de réflexion intéressante. L'homme est un animal de communauté. Il peut pas vivre seul. Et évidemment qu'on a tous des réflexions seules qui peuvent être intéressantes, mais elles s'épanouissent vraiment quand on a un interlocuteur intéressant en face. C'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Hmm. Ok. Mec, tu nous as parlé de projets que tu avais réalisés pour le lycée.
Ça s'est bien passé? Enfin, Mhm. tu t'en gardes des bons souvenirs? Ah, des bons souvenirs, ouais, Ouais. c'est souvent des grosses barres, hein, clairement. Ouais. Parce que tu te réunis entre potes pour faire un truc. Souvent, ça marche pas parce que, on va pas se mentir, les premiers projets que tu fais quand t'as 15 piges, que t'écris un scénario, enfin, t'écris 3 lignes pour expliquer l'histoire, et tu te dis, allez, let's go, on va filmer, tu piques l'appareil photo de ta mère, et puis tu vas filmer. Donc, disons que le résultat, c'est jamais très glorieux, hein, mais au moins, tu as passé un bon moment et tu te formes progressivement à, à ce truc-là, parce que à la fois, tu te rends compte que les dialogues, ça s'écrit, ça s'improvise pas, parce que sinon, c'est de la merde. Enfin, évidemment, quand tu as un très haut niveau d'acteur, tu peux improviser des dialogues, mais tu peux pas déjà improviser de manière permanente, parce que bah, le problème, c'est que le comédien et le réalisateur n'ont pas forcément la même vision du projet, et le problème, c'est que le comédien va avoir tendance, s'il est à- en permanence en train d'improviser, le comédien va mettre de lui-même dedans, même inconsciemment, parce on peut pas, c'est humain, tu vois, de se mettre de nous-mêmes inconsciemment dans nos dialogues. Et si tu es, en fait, un bon dialogue, c'est un dialogue qui arrive à trouver le juste milieu entre la bonne écriture et la bonne improvisation. Si un comédien réinterprète un dialogue, parce que, tu sais, il y a des fois des mots qui sonnent pas dans la bouche de certaines personnes, où tu sens que c'est pas du tout naturel, et là, le comédien peut faire des propositions. Qu'elles soient retenues ou pas, là, c'est bien. Mais après, ce que je veux dire, c'est que une bonne improvisation, elle passe forcément par un bon texte de base. Sinon, tu vas pas loin. Parce que le réalisateur a sa vision et le comédien a sa vision des choses. Et même si c'est inconscient, il y aura une lutte, un duel entre les deux. Et il vaut mieux que ce soit le réalisateur qui gagne ce duel, parce que c'est lui qui a la vision la plus générale sur son propre projet, quoi. Enfin, même si c'est pas lui qui l'a mis en place, il vaut mieux que ce soit le réalisateur qui dirige le projet. Et donc, je pense que l'improvisation est une chose excellente. Vraiment, c'est génial, l'improvisation. Même il y a des spectacles d'improvisation, et ça, par contre, il y a, c'est vraiment bon. Mais dans un film, si tu veux faire avancer l'histoire, il faut à la fois que les dialogues soient bons et que l'improvisation soit mesurée, mais assez libre tout de même. Donc, ouais, les projets que j'ai pu faire au lycée, c'était de très bons souvenirs. Techniquement, c'est lamentable et c'est ni fait ni à faire, mais au moins j'essayais, et j'essayais d'avoir des plans intéressants en me servant de musique, parce que principalement, moi, je crée comme ça, c'est une musique qui me donne une idée, et en écoutant plus la musique, j'ai de plus en plus d'idées pour créer une scène qui va ensuite elle-même amener à une histoire. Par exemple, je me souviens d'un projet que j'avais fait au lycée en première. J'avais réalisé un court-métrage uniquement avec des stock shots. C'est-à-dire que les stock shots, c'est des images qui existent déjà avant que toi tu commences à créer ton film. C'est des images qui ont déjà été filmées, et toi tu t'en sers pour. En général, c'est fait dans les films qui n'ont pas trop de budget, pour que tu n'aies pas forcément à aller à l'autre bout de la terre si tu veux filmer juste un pauvre plan de palmier et que tu habites en France. Euh, mais, euh, mais moi, vraiment, moi, c'était plutôt que j'avais pas forcément les moyens de filmer, parce que le matos était ce qu'il était, et que le son, voilà, on n'avait pas de matos son. Donc j'ai utilisé des stock shots, et par exemple, j'ai utilisé les musiques de Doom, le jeu qui est sorti en 2016. Et, euh, et c'était intéressant parce que ça m'a formé au montage son et au montage de la vidéo. Mais c'est des très bons souvenirs. C'est une très longue réponse, mais voilà. J'aime bien si tu peux développer, c'est toujours cool. Toujours très intéressant. Ok. Et est-ce qu'il y a Après, faut pas que je me perde.
Ouais, non, mais c'est tant que tu restes dans le Excuse-moi. thème et que ça reste intéressant. Je te coupe hein, si c'est pas intéressant, t'inquiète pas, hein. Y a pas de souci. Pas de souci. Est-ce il y a des erreurs types ou des conseils que tu pourrais en tirer et que tu pourrais donner suite à ces premiers essais que tu as pu faire? Il y a des choses que je peux dire, ouais. Par exemple, la première création, enfin les premières créations ne seront jamais très bonnes parce qu'on va vouloir, en tant que jeune réalisateur, tout mettre. On va vouloir mettre tous les combats qu'on a, toutes les valeurs qu'on a, ou même si on fait un documentaire, on va vouloir parler de plein de choses. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est le problème du jeune réalisateur, ou même du vieux, mais qui commence, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre tout ce qui nous touche, tout ce qui nous plaît, parce que bah on se dit, mais même si tu fais même si tu fais un film de 2 heures, hein, je veux dire, si tu fais un film de 2 heures, tu vas te dire, ouais, mais en 2 heures, j'aurais pas le temps de dire tout ce que j'aurais envie de dire. Donc déjà ça, déjà le fait que les premiers films, les premières créations ne sont jamais bonnes. Elles sont toujours une ébauche de ce qui pourra résulter après. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas chercher son style. Le style viendra de lui-même. Et le style vient d'une chose, c'est d'une simple, enfin de deux choses, de notre vécu et des créations que l'on va visionner. Que ce soit du cinéma, de la vidéo, de la musique, de la sculpture, de la littérature, absolument tout, tout ce qu'on, tout notre vécu, en fait, va nous influencer. Donc, notre style, il vient de là, et des gens, des œuvres, créateurs, des créations, etc., qu'on va pouvoir découvrir tout au long de notre vie. Donc, ne pas chercher son style trop vite, parce que le style viendra de lui-même, en fait. Le style, il se démarquera. Après, il y a des réalisateurs qui sont réputés pour ne pas avoir de style, qui sont des réalisateurs qui sont des faiseurs, qui font simplement les films de commande. Mais c'est assez faux, parce que même eux ont un style. Ils ont quelque chose. Il n'est pas forcément très évident, très marqué comme certains autres réalisateurs. Par exemple, Xavier Dolan, il a un style qui est très marqué. C'est un réalisateur québécois qui a fait des films comme Pourquoi j'ai pas tué mon père, je crois, et d'autres. Il a une filmographie assez intéressante. Et par exemple, lui, il a un style qui est très documentaire par moment, pas forcément documentaire barbant comme on a tendance à le penser, mais il a un style très réaliste, très rugueux. Et lui, par exemple, son style, il l'a dès le début parce que c'est son identité et ça imprime absolument tout. Mais c'est des exceptions en général. Il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent sans avoir forcément un style précis qui se démarque des autres. Le plus important, c'est pas de chercher son style, c'est de trouver son style dans ses créations. C'est pas de le créer. Donc voilà, donc ne pas s'attendre à ce qu'on fasse quelque chose de très bon dès le début et ne pas chercher son style. Et au niveau du montage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le montage et j'ai encore beaucoup d'erreurs que je fais et de choses à apprendre, mais je dirais qu'il faut faire gaffe au montage au niveau des musiques. On a tendance à vouloir mettre beaucoup de musique. En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup de musique. Et le problème, c'est que, par exemple, bon, ça c'est un truc plus technique, c'est beaucoup moins général que les deux précédents conseils, mais je sais que souvent, j'ai tendance à mettre des musiques que j'apprécie, et notamment des musiques, il y a des musiques d'artistes français que j'apprécie énormément. Le problème étant que dans les artistes français que j'apprécie, il y a beaucoup de créations de musique qui ont des paroles, qui sont des chansons. Et donc, le problème, c'est que quand tu fais un montage audio avec des dialogues et que tu rajoutes des chansons, ça colle pas bien parce que même si tu diminues énormément le son, tu entendras quand même un son de voix. Et donc, tu peux pas être totalement concentré. Donc, privilégier les musiques aux chansons quand on le peut. Après, il y a des scènes où ça marche très bien, le fait qu'il y ait un chant. En général, c'est quand il n'y a pas de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, les chansons, c'est bon. Ou quand c'est des grands plans contemplatifs où tu regardes des paysages, là, pourquoi pas, même si les musiques seraient plus indiquées pour instaurer une meilleure ambiance. Mais après, voilà, c'est à chacun de voir comment il décide de faire les choses. Et un dernier conseil que je pourrais donner sur la réalisation, c'est regarder des films.
regarder des œuvres d'art en général, mais surtout regarder des films, des films, des films, bouffer des films, jouer à des jeux vidéo qui ont des histoires qui sont très proches des films. Même si c'est une série dont je suis pas très fan, par exemple, il y a la série des Uncharted, qui est très cinématographique, et d'autres séries de jeux qui sont très... bah, le dernier God of War aussi, par exemple, qui est très cinématographique. Des musiques aussi qui racontent des histoires. Il y a des musiques qui ont un défilé, qui se rapprochent assez d'une histoire. Lire des livres, même pas forcément des livres barbants, enfin, un livre n'est jamais vraiment barbant, mais qui peuvent être épais ou qui semblent assez barbants de prime abord. Euh, lire de... Je sais que par exemple, moi, il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle L'Enfer de Dante, qui est un livre d'un auteur italien qui s'appelle Dante Alighieri. Ce livre-là a une progression dans l'histoire qui est très intéressante et qui a influencé l'imaginaire collectif européen sur notre manière de voir les enfers, du moins dans une religion judéo-chrétienne, une culture judéo-chrétienne. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'est mes conseils, essayer d'éviter de penser qu'on va faire quelque chose d'excellent directement. Il y en a à qui c'est probablement déjà arrivé, mais c'est une très faible minorité. Et donc, il vaut mieux essayer de se dire qu'on fera mieux à la prochaine fois avec ce que l'on a appris. Donc voilà, tout ça, c'est les conseils que je peux donner sur la réalisation. Évidemment, il y en a bien d'autres, j'en oublie probablement beaucoup. Et déjà, je dirais que c'est les 4 piliers principaux pour moi pour commencer à réaliser. Ok, bah, mec, c'est très intéressant parce que il y a pas mal de points sur lesquels je pourrais être partager ce conseil-là pour la création de contenu sur YouTube, entre autres le fait de pas avoir envie de Mhm, tout mhm, mettre ou de mettre des musiques trop souvent ou des trucs mhm, comme ça. C'est des trucs carrément. qu'on retrouve beaucoup sur YouTube. Mhm, Et d'ailleurs, ça m'a fait me demander, il me semble que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu as fait un court métrage, il me semble ouais, l'avoir vu, mais c'était avec des images de ouais, guerre, il me semble, un truc comme ça. Ça devait être un projet TPE ou je sais c'est pas ça. quoi. Et est-ce que ça t'a déjà tenté de faire Euh, enfin, de lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sur un, enfin, je sais pas, peut-être que t'en as d'ailleurs. Je sais pas si t'as des chaînes sur une plateforme de partage de vidéos. Est-ce que ça t'a déjà tenté? alors justement, ma chaîne YouTube que j'utilise principalement pour moi regarder YouTube et pas vraiment pour poster grand-chose, c'est une chaîne où j'avais déjà posté 2 autres courts-métrages que que j'ai supprimés depuis parce que je trouvais ils reflétaient pas ce que je pouvais réellement faire et que je voyais surtout les défauts et pas vraiment les qualités. Il y a ce court-métrage que j'avais réalisé qui était sur la chute du prix du pétrole. C'était un projet que nous avait donné notre prof d'art parce qu'on était en plein pendant la crise des Gilets jaunes et il trouvait ça intéressant qu'on puisse travailler sur un sujet d'actualité. Et donc, on a réalisé ce projet-là. Pour le moment, j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai posté un. Alors, c'est pas un court-métrage, c'était, comment on appelle ça? Une série audio que j'avais commencé. Ok. J'ai arrêté en cours de route parce que il y avait j'avais encore trop de travail à fournir avant de faire quelque chose de bien. Et mon problème étant que j'ai beaucoup d'idées et du coup, souvent, je quitte les idées que j'ai en cours de route pour aller sur une autre. Bon, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je commence à me dire, à me focaliser maintenant sur mes projets. Mais donc, celle-ci, pour le moment, c'est un projet que je tiens toujours à cœur et que je n'oublie pas. Simplement, pour le moment, je le mets de côté parce que j'ai un autre projet que j'ai bon espoir de voir naître. Bon, je vais pas en dire beaucoup parce que étant donné que c'est vraiment c'est même pas encore écrit, c'est pour l'instant, j'ai juste un résumé dans le coin de mon crâne. Donc, donc ça, par contre, une fois si j'arrive à créer, je vais arriver à créer ce projet. Une fois que ce projet sera mis en place, j'ouvrirai une chaîne YouTube et qui sera dédiée exclusivement à cette série. Et, et là, je
je tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour le moment, j'avoue que YouTube, bon, je me sers aussi de Dailymotion, mais c'est principalement pour regarder des créateurs qui n'existent que sur Dailymotion. Mais c'est la seule chaîne que j'ai, sinon c'est YouTube et je ne m'en sers que pour quasiment regarder des vidéos. Ok, bah écoute, dès que tu commenceras à produire du contenu, on mettra les liens en description pour tous ceux que ça intéresse. Bah, je te remercie. Il n'y a pas de Et souci, je ferai de même. ça me fait plaisir à moi aussi. Bah, j'avais une question qui suivait un peu ce dont tu as pu parler. Est-ce que tu as des projets ou des rêves que tu aimerais aborder ici? Bah, j'ai un projet donc en ce moment qui traiterait de boxe dans un milieu underground avec des jeunes principalement. Donc voilà, ça je vous balance juste ça, histoire de à la fois maîtriser le côté suspense et théâtral, et aussi parce que pour l'instant c'est un projet à l'état de brouillon sur du papier, donc je n'en dis pas beaucoup plus. Mais voilà, ça c'est le projet que j'ai actuellement et mon rêve ce serait de pouvoir le réaliser. Et mon grand rêve ce serait de pouvoir vivre de ma passion qui est le cinéma. Je sais pas si ça arrivera très tôt. Je sais, par exemple, il y a Louis de Funès a dû attendre ses 50 ans pour pouvoir commencer à avoir une vraie carrière qui marche, qui lui permettait d'en vivre pleinement. Donc ça prend le temps qu'il faut, ça prend le temps qu'il faut. Des fois, ça pourrait aussi ne jamais arriver. Mais j'ai bon espoir. Je pense que ça peut très bien m'arriver puisque c'est arrivé à d'autres. Je suis pas plus con qu'un autre, donc ça devrait marcher. Ok. Est-ce que tu comptes te limiter entre guillemets au cinéma français ou est-ce que des cinémas anglophones, hollywoodiens ou d'autres trucs, ça t'intéresserait aussi? Moi, j'ai envie de te dire, tant que je peux créer, tout me va. Parce que il y a des cinémas, des familles de cinéma qui sont très intéressantes. Hollywood, c'est assez intéressant parce que ça permet de donner beaucoup de moyens à la création. Il y a aussi la famille de cinéma d'Inde avec un des plus gros studios Bollywood qui permet aussi énormément de moyens à l'échelle indienne pour créer des films qui sont culturellement très éloignés de nous. Donc ça nous paraît souvent assez étrange, mais moi je trouve ça hyper intéressant et il y a certains films qui m'ont beaucoup plu. Le cinéma qui est pas expérimental, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui en termes de réalisation me plaît le plus, c'est le cinéma hongkongais et le cinéma sud-coréen. Parce qu'ils ont des manières de réaliser assez réalistes, très rugueuses, très personnelles et à la fois assez impersonnelles. Donc le film auquel je pense, c'est Sur la trace du serpent, Nowhere to Hide, un film sud-coréen qui parle de mafia et de règlement de compte. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je résume énormément. Il y a une scène du film que j'ai vraiment beaucoup aimée. euh, où c'est une scène qui se passe sur une place où on voit le temps défiler très lentement et il y a une scène de mise à mort qui est phénoménale. Elle montre à la fois peu de choses et elle a une importance énorme dans le film. Donc voilà, ça j'ai déjà réfléchi, évidemment, le problème, je vais me permettre de critiquer un des petits problèmes du cinéma français, c'est qu'on a tendance à privilégier les projets qui sont sûrs. On va privilégier le drame et la comédie parce qu'on en a déjà fait, on sait que ça marche et on sait qu'il y aura un public qui ira le voir au cinéma. Mais c'est un problème un petit peu qui est partout, mais en France, on a un vrai problème au niveau du cinéma de genre, parce qu'il y a souvent des gens qui pensent que, par exemple, il n'y a pas de public en France pour le cinéma de science-fiction, le cinéma de genre et le cinéma de science-fiction en particulier. Et rien que l'existence de Luc Besson et les films de Luc Besson viennent contredire totalement ça. L'existence aussi de la BD Métal Hurlant, qui est une BD franco-belge, je crois, ou belgo-française, je ne sais plus, ou peut-être juste belge, qui est francophone et qui est géniale, quoi. Et elle a permis à plein de réalisateurs américains, par exemple, de créer des films en puisant dans l'univers de Métal Hurlant.
D'ailleurs, je renvoie à la vidéo du Fossoyeur de film qui parle souvent de cinéma de genre. Et il y a une vidéo en particulier où il parle de y a-t-il un public, je crois, dans le cinéma de genre? Ça doit être ça le titre. Et c'est super intéressant et tu te rends compte que c'est pas parce qu'on ne produit pas des films de genre en France, ou en tout cas pas beaucoup, qu'il n'y a pas un public pour. Voilà, pour répondre à ta question, j'ai déjà réfléchi à travailler à l'étranger. Ça me botte très bien puisqu'on a souvent plus de moyens qu'en France. Mais en France, on n'est pas, en tant que réalisateur, par exemple, considéré un, comme un technicien artistique. On est vraiment considéré comme un artiste dans le sens où c'est le réalisateur qui a sa création entre les mains, qui en fait ce qu'il veut dans la limite du possible, mais voilà. Ok, très bien. Ok, ok. Est-ce que t'as des genres de films que tu préfères et d'autres que t'aimes moins? Le cinéma de science-fiction, quelque chose que j'adore, notamment les films d'anticipation, parce qu'ils permettent de questionner notre société dans le futur, dans le présent, dans le passé, tout ce qu'on veut. Les films Mad Max, par exemple, surtout le tout premier, questionne énormément sur notre société de consommation, par exemple. Le dernier, il questionne peut-être un peu moins notre société, mais bon, il reste un super film. Euh, la fantasy, parce que ça nous permet de voyager. Je veux dire, je pense que, comme beaucoup de gens, je peux le dire sans sourciller que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, par exemple, de l'univers de Tolkien, qui est un univers très foisonnant et très. Enfin, c'est c'est un, c'est un spécialiste de la sémantique. Donc, forcément, il a des univers très recherchés, très poussés. Il y a aussi les livres Dune de, de Frank Herbert, je crois, qui sont hyper poussés dans la sémantique, dans la côté politique, sociale. Mais c'est pas de ça qu'on. Je reviens sur le sujet. Donc la fantasy, quoi d'autre? Les thrillers, j'adore les histoires qui impliquent des enquêtes, des meurtres sordides et des choses comme ça. Ça permet d'explorer des fascinations les plus étranges qu'on a pour les tueurs en série et tout ce penchant-là, qui est peut-être un petit peu pour certaines personnes étrange et compliqué à comprendre, mais beaucoup de gens, il n'y a qu'à voir la fascination que l'imaginaire collectif a pour une affaire comme celle de Jack l'Éventreur. On voit bien que c'est pas un cas isolé, qu'il n'y a pas que quelques personnes qui sont intéressées par ça. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant, notamment sur la psyché humaine, c'est de comprendre comment fonctionnent euh, les humains, que ce soit du bon ou du mauvais côté de la barrière, on va dire. Donc les thrillers, les films d'horreur j'aime bien, mais c'est surtout pour me moquer des films convenus en soirée. Il y a des films d'horreur que je trouve très bons, et surtout des films des années 70-80 par exemple que je trouve très bons. Shining, que, j'ai pas d'autres idées, mais il y a des très bons films de ces années-là. Aujourd'hui, il y en a encore des très bons. Les deux Conjuring sont absolument excellents. Inside Youth, je l'ai pas encore vu, mais on m'en a dit que du bien. Mais c'est vrai il y a beaucoup de films d'horreur qui sont juste très drôles à voir. Un film, enfin drôle, c'est peut-être pas drôle, mais en tout cas, quand tu ne veux pas rentrer dans le film et que tu es en soirée avec des bières et des potes et que tu regardes un film comme par exemple Hostel, c'est pas très bien, c'est vraiment pas très bien. C'est très drôle, hein, mais c'est pas le but qui est recherché par le film. Donc l'horreur, voilà. Euh, sinon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il y a beaucoup d'autres styles qui me plaisent énormément. Les films très réalistes, par exemple, les films sur les guerres récentes en Afghanistan, en Irak, tout ça. Pour le côté géopolitique, je trouve ça hyper intéressant. Arriver à comprendre la composition, par exemple, du Moyen-Orient actuel avec des films comme euh, Green Zone, avec Matt Damon, qui parle de la guerre en Irak. Et donc,
c'est assez intéressant pour arriver à comprendre la construction politique des pays qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça que je cherche parfois dans les films. C'est le côté pas seulement divertissant, mais aussi critique et, et qui t'apprennent des choses. Tu en ressors grandi après avoir vu des, en général. Ok, ouais, c'est aussi ce que je recherche. J'aime bien apprendre des choses à travers les films. C'est vrai que des sources Mm. de divertissement, il y en a plein, mais quand c'est un film qui, à la fois, te Ouais. divertit, te fait voyager pendant quelques heures, et puis en plus, t'apprends des trucs, mais Mhm. t'es au comble de la joie, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. euh, J'avais une question aussi sur les sources d'inspiration que tu pouvais avoir. Qu'est-ce qui t'inspire à devenir acteur? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'inspirent? Des films en particulier? En tant qu'acteur, je n'ai pas vraiment d'inspiration parce que je me suis pas encore forgé comme étant vraiment un acteur professionnel. Pour l'instant, je joue parce que ça me plaît. Je dis pas que quand tu es un acteur professionnel, tu joues pas parce que ça te plaît, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore cherché à me dire est-ce que je vais m'inspirer de telle ou telle personne. Euh, Dans le cinéma, par contre, il y a des créations, il y a des réalisateurs qui m'ont formé, on va dire. Star Wars, c'est une évidence parce que c'est la série de films qui m'a fait comprendre que j'adorais le cinéma et que les univers de science-fiction pouvaient être des fresques, des sagas gigantesques, dantesques et vraiment fascinantes. Euh, Quentin Tarantino, c'est le réalisateur. Bah, souvent, je pense, il est repris comme réalisateur que les gens de notre âge à peu près apprécie énormément parce qu'il arrive à nous parler directement. Bon, pas à tous, mais en général, les gens aiment beaucoup de notre âge. Tarantino, c'est avec Pulp Fiction que j'ai vraiment compris et entériné l'idée que je voulais faire du cinéma. En voyant ce film, je me suis dit, mais enfin, c'est génial et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Arriver à transmettre des émotions aussi fortes, aussi contraires, aussi intéressantes. Euh, c'est ça que je veux faire. Et donc voilà, Tarantino, c'est vraiment et toute sa filmographie j'ai jamais été déçu par un film de Quentin Tarantino. Euh, euh, Sinon, Ridley Scott a fait de très bons films. Je suis moins fan des dernières créations parce que je trouve que ça me touche moins, quoi, voilà. Mais par exemple, les premiers Aliens sont grandioses et c'est euh, c'est l'illustration avec Les Dents de la Mer de cette notion du cinéma que la menace est beaucoup plus terrifiante quand on ne la voit pas et que c'est l'imagination qui fait tout le travail. Il y a aussi The Thing de John Carpenter qui reprend ça à merveille. John Carpenter aussi, c'est une inspiration au niveau de la réalisation. Euh, Après, je m'inspire aussi beaucoup de la réalité ou de films qui sont dérivés, décrits comme historiques, dérivés de la réalité. Je sais que par exemple, j'adore les histoires de gangsters et j'aimerais beaucoup en écrire. Et ça, c'est parce que j'ai vu des films comme Les Incorruptibles, Public Enemy, des choses comme ça, des films comme ça, qui parlent de sujets et qui créent l'image du criminel comme nous on le voit. Donc voilà les inspirations que je pourrais avoir. Après, je sais pas si le cinéma allemand, des années 20, il y a une vraie poésie aussi. Ça fait un peu le mec qui pète plus haut que son cul de dire ça. Mais vraiment, le cinéma allemand des années 20, il y a une poésie qui s'en dégage, il y a une osmose, une sorte c'est presque onirique. Tout très, très dans le sensationnel, dans les sensations, dans les sens, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, quelles sont mes inspirations? Je pense que c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'acting, passer peut-être plus, je sais pas, le théâtre ou commencer direct les castings, enfin bref, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui toi t'estimerait être le parcours le plus propice à devenir acteur ou réalisateur? Ben,
je sais pas si je suis très à même de dire quelle façon est la meilleure d'entrer dans ce milieu-là, parce que moi, comment j'y suis entré, c'est un concours de circonstances. En général, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais j'ai encore jamais participé à de casting. Enfin, j'ai fait un casting pour la série euh, dans laquelle j'ai été prise, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais cherché des castings. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. La voie la plus sûre pour rentrer dans ce milieu, c'est d'aller voir des agences, de, enfin, c'est d'aller voir des agents qui vont pouvoir mettre en relation, parce qu'ils ont un carnet de numéros et ils peuvent mettre en relation des réalisateurs qui cherchent une certaine tranche de comédiens, d'un certain âge, une certaine origine, etc. Là, je pense qu'il faut passer par des agences pour avoir le plus facilement accès à des tournages. Après, on ne va pas commencer directement par tourner dans des films ou des séries. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et c'est pas pour autant qu'après cette série, je vais pouvoir retourner dans une série directement. Mais on va peut-être commencer par faire des pubs, des films institutionnels, des choses comme ça. Il faut être prêt à tout, en fait. Il faut accepter au début de ne pas pouvoir faire forcément ce qui nous plaît. C'est pour ça que c'est génial la création sur YouTube, c'est que tu peux être comédien euh, et en faisant ce qui te plaît, par exemple si tu joues avec tes potes ou si tu crées quelque chose. Mais pour autant, il y a des gens qui en vivent, mais c'est pas forcément la, la normalité. C'est un très petit nombre. Moi, je dirais il faut vraiment essayer de passer par des agences pour essayer de trouver des castings. Chercher soi-même des castings, il y a des sites qui le font très bien. Il y a des sites qui sont des arnaques, faut faire gaffe, mais il y a des sites j'en connais pas moi personnellement, mais je sais il y a des très bons sites. Il y a des pages Facebook qui répertorient des castings, il y a des pages Instagram, euh, il y a aussi, euh, il y a aussi des sites, enfin non, ça je l'ai dit, il y a des sites spécialisés. Donc, en fait, il faut chercher, il faut essayer de trouver. Après, la formation de comédien, il n'y a pas de voie royale parce que le théâtre, on peut être doué comme on peut ne pas être doué. Parce que le théâtre, c'est pas comme le métier de comédien, par exemple. Enfin, comme le métier de comédien de théâtre et le métier de comédien de cinéma, c'est pas du tout le même parce que tu as l'interaction avec le public qui n'a absolument plus rien à voir. Quand tu fais du théâtre, le public est devant toi. Tu sais ce qui est drôle, tu sais ce qui n'est pas drôle. Tu sais quand tu as réussi à faire quelque chose, tu sais quand tu n'as pas réussi. Alors que le cinéma, enfin l'audiovisuel, quand tu joues, tu n'as même pas le retour de l'équipe qui est présente parce que bah, si tu fais une blague, par exemple, il faut pas que tout le monde se marre, hein. Il faut quand même tourner, il faut avoir un bon son, etc. Et donc, tu as un retour qui est très distancié. Le public, c'est pareil. Par exemple, si tu crées quelque chose sur YouTube, que tu joues dedans, le retour sur YouTube, ça va être de gens que tu connais pas forcément. Et il y a des critiques qui vont être constructives et il y a des critiques qui vont être juste, bah, tu pues la merde, tu sais pas jouer. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas de voie royale. Le théâtre, c'est un bon début, je pense, parce que tu peux commencer par là et puis tu peux même intégrer des troupes de théâtre, au début peut-être amateur et après professionnel, et tu peux te faire repérer comme ça, euh, comme tu peux ne pas faire de théâtre et commencer et avoir quelque chose, un petit quelque chose qui fait que tu te démarques des autres. Et on n'a pas forcément besoin de talent. Il y a des gens qui ont du talent, mais souvent, en général, c'est quelque chose qui se travaille. Tout simplement, il faut se mettre dans la peau du personnage, il faut étudier le personnage, il faut devenir le personnage et sans pour autant s'oublier, d'où le- d'où la difficulté que c'est par moment à décrocher d'un rôle, même si c'est pour des rôles qui sont vraiment très plongés dans la psyché humaine. Là, pour le coup, moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si un jour ça m'arrivera. Mais voilà. Donc, moi, personnellement, je conseillerais de faire du théâtre parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé, même ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, même pas pour. Bon, évidemment, ça m'a aidé pour être comédien,
vis-à-vis de juste ne serait-ce que l'épanouissement personnel, le théâtre fait beaucoup de bien. Et alors j'avais entendu, c'était, je crois que c'est les conseils qu'avait donné Depardieu, Gérard Depardieu à Mélanie Laurent, je crois. Les 3 conseils qu'il lui avait donnés, bon, je ne sais pas si c'est des bons conseils, mais en tout cas, c'est les conseils qu'il lui avait donnés, c'est ne fais jamais de théâtre, n'apprends jamais ton texte et n'aie jamais peur du ridicule. Après, est-ce des bons conseils? Je ne sais pas. Mais voilà. Ok, très bien. Je vais revenir sur deux trucs dont tu as parlé. Quand tu parles Mhm. de décrocher d'un rôle, effectivement, j'avais entendu parler, je sais plus quand, mais du fait qu'il y avait certains acteurs, une fois que le tournage était terminé, ils étaient perdus dans leur vie parce qu'ils n'arrivaient plus à se dire ma vie, ça va être autre chose que d'être d'incarner ce rôle. Et c'est vrai Mm. que ça doit être très déroutant, à mon avis, quand tu as passé une année, voire plusieurs de tournages intensifs à te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de retourner à la réalité et de te dire Mhm. ok c'est fini, genre c'est du jour au lendemain, on tire un trait sur tout ça. Ça doit être ouais, ça doit être. Après, faut aussi se dire que souvent, les tournages comme ça, bon, déjà, les tournages en général, les plus longs tournages aujourd'hui, allez, dans les années 50 avec les péplums et tout, ça pouvait durer très longtemps. Mais aujourd'hui, un tournage d'une grosse production, ça dure entre 2 et 3 mois. Donc, on n'a pas non plus trop le temps de s'effacer au profit du personnage. Et c'est surtout que quand on joue un personnage qui peut nous, euh, nous supplanter, il y a toujours un suivi psychologique qui est fait. Et ça n'est jamais arrivé de mémoire, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de lire ou d'entendre parler d'un comédien qui serait jamais redevenu lui. Ça, c'est un sujet de beaucoup de films, je pense, mais en tout cas, dans la vraie vie, j'ai pas souvenir que ce soit jamais arrivé. Heureusement d'ailleurs, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut avoir un mental accroché pour jouer des rôles très profonds, dans ce sens-là, au niveau de la psyché humaine. Donc, à mon avis, avec un comédien débutant, on donnera pas ce genre de rôle. On le donnera à des comédiens confirmés ou à des gens qui peuvent avoir une facilité énorme à pouvoir paraître quelqu'un d'un petit peu dérangé. Je pense à Jack Nicholson qui joue superbement bien les personnages très borderline, très limite, mais, c'est sa personne qui fait qu'il est capable de jouer ce genre de choses, mais on ne donnera pas forcément à tout le monde ce genre de rôle. Ouais, ok. Et du coup pour devenir ton personnage, parce que tu dis que c'est important de pas jouer le personnage mais de le devenir. Comment tu fais toi? Parce que tu as quand même un peu d'expérience dans le truc. Qu'est-ce qui toi te permet de vraiment te mettre dans la peau du personnage? Moi, ce qui m'aide, c'est d'écrire une fiche de personnage. Et une fiche de personnage, c'est si des gens ont déjà joué à un jeu de rôle, papier par exemple, peuvent très bien l'expliquer, c'est de d'écrire le personnage, son nom de famille, enfin son prénom, son nom de famille, son âge, son origine sociale, ses relations, tout ce qui pourrait nous aider à incarner le personnage. Il faut impérativement, en fait, selon moi, après, voilà, ça n'engage que moi, mais écrire la vie du personnage qu'on incarne. Ça permet de rentrer très facilement dans le personnage parce que même si l'histoire qu'on écrit n'est pas celle du personnage, même s'il n'y a pas suffisamment de détails dans l'histoire pour qu'on sache. Après, il faut aussi, si le personnage a un passif, il faut rester cohérent avec son passif. Mais si il a un passif assez flou et on pense avoir compris le personnage, on peut écrire comment il aurait vécu et devenir le personnage en se disant, bah voilà, il a vécu de cette manière-là, tel et tel événement ont changé ce personnage pour qu'il devienne comme il est. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est ça qui me facilite la vie pour rentrer dans un personnage. Après, je vais être tout à fait honnête, je suis encore jamais rentré totalement dans un personnage de manière
très convaincante. Enfin, tout du moins, de mon avis, je suis encore assez distant, on va dire, avec le personnage que j'incarne dans la série dans laquelle je joue, euh, pour mille et une raisons, et parce que j'ai beaucoup de mal avec comment dire, c'est pas beaucoup de mal, ce que je veux dire, c'est que c'est assez compliqué comme travail de rentrer dans un personnage. Donc voilà. Moi, je dirais que écrire une fiche de personnage, ça aide énormément. Mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi que le personnage ne devienne nous, balancer des répliques. Par exemple, si on a un scénario et qu'on se dit, ah, je suis pas encore assez bon, quand on discute avec des gens, balancer des répliques, associer au personnage des mots, des expressions types, des façons de s'exprimer, changer sa manière d'être. Pas forcément, il y a des rôles aussi qui collent très bien à la personne que l'on est. Mais il faut, pendant quelques temps, entre guillemets, s'oublier au profit du personnage sans s'oublier totalement. Ok. Ouais, il me semble qu'il y a des acteurs qui font pas mal ça, de se mettre dans l'environnement, dans le milieu de la personne, tu vois. Alors, je sais pas s'ils doivent Mm. jouer un toxicomane, ils vont fréquenter des toxicos, ils vont se mettre dans un centre sans Ouais. forcément pour autant se droguer, même s'il y en a qui vont carrément jusqu'à ce point-là. Mais ouais, il y en a, ils s'impliquent vraiment Mm. corps et âme dans leur truc. Et Mm. c'est super impressionnant, ça. C'est Ouais, vraiment ouais. incroyable. Il y a ça, il y a des acteurs qui vont dans des crack house pendant des semaines pour s'habituer enfin, pas forcément, comme tu le dis, à prendre du crack, mais tu vois, juste ne serait-ce que de voir comment sont les gens. C'est un travail de sociologue presque, être comédien. Il y a ça, puis il y a aussi des transformations physiques. Par exemple, je crois que c'est Joaquin Phoenix Ouais. dans Le Machiniste. Non, Non, c'est peut-être c'est pas Joaquin Christian Phoenix. Bale. Mais bref, merci Christian Bale. Dans The Machinist, qui est devenu mais maigre à un point, vraiment, il était squelettique, quoi. Et pour le rôle, et en fait, il mettait un petit peu sa santé en danger avec ça. Je sais pas s'il faut aller jusque-là. Si on pense qu'on a la capacité d'aller jusque-là sans avoir de séquelles, je pense que il faut le faire, mais c'est à son propre jugement qu'il faut se fier et au jugement d'un professionnel de santé aussi. Parce que j'avais entendu aussi l'histoire d'une comédienne, je sais plus qui par contre, qui avait fait un tournage où elle devait beaucoup maigrir, elle était squelettique, et à un moment, pour dire à quel point elle avait perdu, elle a trébuché sur un sac, je crois, et elle s'est cassé le bras, tellement elle avait plus de graisse, etc., pour, euh, pour renforcer son corps et que son corps n'était pas habitué à quelque chose comme ça. Donc, je pense il faut faire attention avec ça, sans pour autant s'interdire de le faire formellement. Il faut faire attention. Quand un tournage exige ça, il faut qu'il y ait un professionnel qui encadre. Voilà. Ça arrive. Il y a des comédiens c'est ce qu'on appelle un acteur studio qui se mettent complètement dans le rôle, qui s'oublient derrière le personnage. Il y a des gens qui sont capables de le faire et il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Il faut aussi être accroché psychologiquement, tant psychologiquement que physiquement. C'est un métier, c'est un labeur très, très dur, quoi. Donc, je, si je tombais sur un rôle qui me transcendait, où je me disais, ça, c'est le rôle de ma vie, ou même d'ailleurs, si c'était pas le cas, mais juste que je me disais, pour ce rôle, j'ai envie de le faire, je pense que je le ferais. Mais il faut être accroché tant psychologiquement que physiquement, et il faut être sûr de soi, je pense. Ok, très bien. Mec, j'imagine que sur cet aveu, il y a beaucoup de producteurs qui vont s'arracher ton rôle. Ils vont te vouloir, j'espère. C'est sûr, c'est sûr. Mon téléphone sonne déjà, faut que je te laisse. Euh, ouais. Ah oui, putain, je m'étais noté un truc, j'arrivais plus à comprendre ce que je m'avais. Dans ta série, t'as un rôle. Ah, C'est quelle série? Enfin, si t'as pas envie d'en parler, t'es pas obligé, mais non, t'inquiète. c'est quelle série? Donc, je suis comédien dans la série qui s'appelle Les Chicons.
une Ok. série sur deux jeunes dans le Nord qui sont des branleurs. C'est c'est de l'humour et c'est de la bonne humeur. Moi, je suis un des deux rôles principaux. Il y a Paul et Léo. Et, euh, et donc, on est deux jeunes du Nord qui essayons de s'en sortir tout en faisant le moins possible. Et voilà, c'est frais, c'est drôle, c'est de l'humour très nord et un peu l'humour anglais qui rigole sur la misère un petit peu. Et c'est vrai que le Nord, qui est une région magnifique, il y a de la misère aussi. Bon, il y en a partout en France, mais il y a des endroits dans le Nord où il y a beaucoup de misère. Et c'est arriver à en rigoler sans se moquer. Sans se moquer. Parce qu'il y a souvent il y a la barrière peut être facilement franchie. Et je trouve que les Chicons arrivent très bien à rigoler de la misère sans s'en moquer, mais justement de manière un petit peu compatissante. Et enfin, pas compatissante, mais c'est empathique. C'est de manière vraiment ouais, empathique. Ok, mec, c'est génial. T'as eu un des rôles principaux. Je suis trop content pour toi, tu vois. Je viens de l'apprendre et Mm. c'est vraiment trop cool. Je te remercie. Génial. Et du coup, Je t'enverrai un lien si tu veux. bah mec, carrément, carrément. J'ai trop hâte de voir ça. Et du coup, tu tournes. Il y a combien d'épisodes? Elle est terminée la série ou pas? Non, elle n'est pas terminée. Ok. Il y a eu 9 épisodes de la première saison. On a fait un court-métrage à Dunkerque qui dure 15 minutes. Et là, on a fait 18 épisodes pour la saison 2, il me semble. Et bah, bon, cette année, je pense qu'on aurait pu tourner, mais le problème, c'est que bah, il y a eu le Covid, le confinement, etc. Donc voilà. Mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, on puisse tourner la saison 3 ou quelque chose avec les Chicons. Mec, c'est trop cool. Genre vraiment, c'est génial. Je suis trop content. Trop bien. Est-ce que t'as ouais, des expériences de tournage que t'as envie de partager? Parce que, putain, je savais pas que t'étais dans une série carrément. Donc, est-ce que ouais, je sais pas, au Euh, niveau de l'organisation, au niveau des conseils qu'on t'a donnés, des trucs comme ça, je sais pas. Est-ce que t'as envie de partager un truc? il y a quelque chose qui est assez étrange à prendre en compte quand tu es sur un tournage et que tu es comédien en tout cas, parce que moi j'ai eu que l'expérience de comédien, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime bien aider les gens. Quand je vois qu'il y a des gens qui font des choses, je me sens mal de rien faire, j'ai envie d'aller aider. Sauf que sur un tournage, les gens ont tous leur taf. Et toi, ton taf de comédien, c'est de jouer. C'est pas d'aller aider le chino à régler un truc, d'aller régler la lumière avec le chef-op, etc. Toi, ton boulot, c'est de jouer. Et c'est très compliqué à comprendre la première fois que tu es sur un tournage qu'il y a des moments où pendant peut-être une demi-heure, tu vas rien faire. Euh, Parce que bah, on installe les décors, on installe la caméra. Par exemple, s'il y a un travelling, on installe les rails de travelling pour faire reculer la caméra. Et c'est assez compliqué de comprendre que, du moins quand c'est la première fois, que ton taf, c'est de jouer. Sinon, en attendant, tu restes assis, tu lis ton texte, tu discutes avec les autres comédiens, tu discutes avec des gens s'ils ont affaire, parce que sinon, voilà. Tu vas à la table de régie histoire de grignoter un bout. Mais ton taf, c'est vraiment pas d'aller aider, quoi. Enfin, tu peux, après, si quelqu'un te demande de l'aide, sois pas un chien, dis oui. Mais en général, je sais que moi, à chaque fois que j'ai voulu aider, on m'a dit non, non, mais t'inquiète, on s'en occupe. C'est pas ton taf, c'est le nôtre. Donc voilà. Après, il faut avoir conscience aussi qu'un tournage ne va jamais se dérouler comme c'était prévu. C'est-à-dire que si t'as prévu 4 jours de tournage et que par exemple il y a un jour où c'était pas prévu, mais d'un seul coup il pleut parce qu'il y a eu cafouillage dans la défense. Alors s'il y a eu un problème de météo, là, euh, si tu es obligé de décaler, tu vas devoir reprendre un jour de tournage. Il arrive toujours des merdes sur un tournage. Ça peut être
grave comme ça peut être vraiment un petit truc, mais en général, il arrive toujours au moins une grosse merde. C'est comme ça. Et le truc, c'est que il faut avoir conscience que c'est pas un moment, c'est un moment de travail. Tu peux pas te marrer toute la journée et jamais te concentrer quand tu as une scène à tourner, parce qu'il y a du stress qui s'accumule. Surtout quand tu tournes des projets où il y a des budgets très réduits, tu tournes sur des très courtes périodes. Et le stress est très intense parce que, bah, comme je te le dis, il arrive des merdes. Et puis aussi, bah, c'est humain. Il y a des moments où ça pète, il y a des gens qui s'apprécient pas forcément. Moi, j'ai encore jamais vécu ça, mais il peut y avoir des merdes qui arrivent. Donc, essaie toujours de rester positif et, euh, et ne jamais faire de soirée de fin de tournage avant la fin du tournage. Ça, c'est un conseil que je donne par expérience. C'est, euh, vaut mieux, c'est mieux. Ok. Euh, Mec, du coup, t'as dit que c'était un concours de circonstances qui t'avait mené à tourner dans cette série. Ouais, Est-ce que t'as envie de me partager quel est ce concours de circonstances? Parce que ça pas de souci. m'intéresse. Alors, dans ma famille, j'ai une de mes cousines qui travaille dans le cinéma. euh, et elle a travaillé avec le réalisateur qui a imaginé Les Chicons et qui a réalisé la première saison et le court-métrage à Dunkerque. Et en fait, donc elle le connaît et elle l'avait comme ami sur Facebook et elle a vu que, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, elle a vu que sur Facebook, il avait posté une annonce de casting. Elle me l'a envoyé. J'ai participé. On m'a demandé de venir sur Paris et j'ai été pris. C'est génial, mec. C'est trop bien. Trop cool. Et du coup, Mais j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, c'est. Ouais, pardon. t'as tourné quand, du coup? C'était à quelle période à peu près? Alors, euh, ça a été donc l'année dernière, donc 2019-2018. Dunkerque, c'était l'année d'avant, donc 2018-2017. Et il me semble que la première saison, c'était 2016-2017, les grandes vacances. Non, c'était vers mars, la première saison, mars 2017, je crois, ou 2016. Il y a peut-être eu une année de battement entre la première saison et Dunkerque. Donc voilà, j'ai tourné ça Et c'est pas tombé sur des périodes principalement de cours, du coup. donc en mars. Ouais, oui. La première saison, on l'a tournée sur 3 jours. Donc 9 épisodes sur 3 jours, ça fait 3 épisodes par jour, si je calcule bien. Ouais. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a un découpage technique, on tourne pas les scènes dans l'ordre. On tourne jamais les scènes dans l'ordre parce qu'il y a des décors que tu prends pour un certain temps. Par exemple, il y a un décor où on est avec Paul assis sur un banc et c'est plus simple de tout tourner la même journée, les scènes où on est sur le banc, que de tourner la scène où on est sur le banc, puis le lendemain on a un autre épisode où on est sur le banc, on va tourner puis on change d'endroit. Il faut penser pratique, il faut pas penser logique narrative. Évidemment, il y a une logique narrative, mais en tout cas, on tourne pas dans l'ordre chronologique des scènes et on tourne vraiment de manière localisée. La première saison, on a tourné sur 3 jours. La deuxième saison, on a tourné aussi sur non, le court-métrage, pardon, à Dunkerque, on l'a tourné sur 3 jours aussi. Et la dernière saison, on a tourné 18 épisodes et on l'a tourné sur 6 jours. Ok. Et du coup, ton casting, ça s'est passé comment, en gros? Ils t'ont demandé de faire quoi? Combien de temps? Donc, je suis monté sur Paris et on m'a demandé de venir dans un bâtiment. Je suis arrivé à l'étage où il passait le casting et il y avait des vêtements. On m'avait envoyé des scènes pour que je les joue. On m'a montré des vêtements et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait. Enfin, le réalisateur et la costumière ont réfléchi à comment je pourrais être habillé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai joué des scènes avec l'autre comédien qui s'appelle Antoine, donc qui incarne Paul. On a joué des scènes à deux, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Ok, c'est-à-dire que le mec, il a passé toute sa journée à tourner des scènes avec des potentiels candidats.
Non, parce que, alors, ça, je suis pas sûr parce que j'ai jamais demandé, mais il me semble qu'on était 2 à avoir été retenus pour aller passer le casting. Et t'avais été retenu en fonction de quoi? Parce que en fait, quand ma cousine m'a envoyé le, le casting, la fin de l'annonce de casting, j'ai envoyé une bande démo où j'ai joué une scène avec des amis. Euh, enfin, pas une bande démo du coup, mais j'ai joué une scène avec des amis. Je lui ai envoyé mon CV avec mes années de théâtre, etc. Et donc j'ai été retenu comme ça. Ok, c'est génial, d'accord, très bien. Ok, ok, bah écoute, très bien. À moins que tu veuilles continuer à parler de ça, on va passer au truc suivant. T'as d'autres trucs à dire ou... Non, pas particulièrement. Ok, très bien, Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. très bien. Du coup, toi, au niveau de tout ça, est-ce que tu penses faire des études de réalisateur ou d'acteur, ou tu penses essayer de trouver des castings, ou enfin te faire un nom petit à petit plutôt que de faire vraiment des études en particulier dans un domaine? Alors là, pour le moment, j'essaie de trouver du travail pour pouvoir m'acheter du matériel pour pouvoir tourner. Cette année, je vais pas reprendre des études. Je voulais faire une petite pause avec ça, histoire de me concentrer sur des projets que j'avais. Ce qui m'empêche pas de reprendre des études plus tard. D'ailleurs, je pense que peut-être soit l'année prochaine, soit l'année d'après, je reprendrai des études pour essayer de me former avec des bases, au moins des bases communes et solides, pour ne pas juste être autodidacte. Parce qu'on peut être très bon réalisateur autodidacte, hein. Je veux dire, le métier n'est pas apparu dans des manuels. Le métier, il s'est appris au fur et à mesure, etc. Mais c'est beaucoup plus long de comprendre tous les codes, etc. Donc, disons que j'aimerais bien, en tout cas, moi, personnellement, faire des études pour m'améliorer là-dedans. Ok, très bien. Et du coup, t'as déjà une idée à peu près des études que tu veux faire, ou pas trop? Alors, j'avais été pris à la fac de Lille, en cinéma. J'ai fini par y renoncer pour de multiples raisons. Euh, mais je sais que si l'année prochaine ils sont toujours partants, je pense que j'essaierai d'y aller. Ou alors aller dans une école privée à Lyon qui forme à divers métiers du cinéma. J'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'elle existe et je sais qu'elle est plutôt bien réputée pour être une bonne éducation, enfin une bonne source d'apprentissage. Donc voilà, ça ce serait éventuellement ce que j'aimerais faire. J'aimerais essayer de pas passer forcément par Paris. C'est pas que j'aime pas Paris, c'est simplement que j'essaierai de faire quelque chose d'assez proche. Lyon, bon, Lille c'est un peu loin, mais Lille j'ai de la famille. J'y ai de la famille plutôt. Et Lyon, c'est assez proche d'ici, donc je me tâte encore, mais voilà. Ok, très bien. Bon, bah mec, est-ce qu'il y a un autre sujet autre que le cinéma, ou alors est-ce que tu veux revenir sur un truc du cinéma? Mais s'il y a un autre sujet que tu veux aborder, c'est le moment ou jamais. Non, pas particulièrement. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai pas d'autres sujets que j'aimerais aborder. Ok, pas de souci. Du coup, je t'avais dit qu'on en parlerait un peu, le sport et Ouais. enfin, parce que Mhm. on a un point commun, c'est que tous les deux, on a fait une transformation physique. Alors moi, c'était sur un an, toi, c'était sur plusieurs semaines. Je sais plus Mhm. exactement le nombre exact, c'était une Ouais. dizaine de semaines, non? Oui, je crois. Ok. Par là, je me souviens plus non plus, mais ça doit être environ 10 semaines, ouais. Ouais, du coup, Une dizaine de semaines. tu t'étais chauffé pendant le confinement, c'est ça? Ouais, 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 je m'étais dit que ça faisait des années que je voulais me muscler. euh, et je me suis dit, bah, c'est le confinement, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, donc autant faire ça, histoire de pas perdre notre temps et de faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et du coup, t'as continué après ça ou pas? Alors, depuis 2, 3 semaines, non, plus. Mais avant ça, je continuais assez régulièrement en me disant que j'avais envie d'atteindre un objectif. Là, depuis quelque temps, je me suis arrêté parce que j'avais des épreuves à passer et j'avais pas envie de. Ça arrivait plus à me vider la tête.
Et c'était du coup du temps que je perdais à faire d'autres choses. Du coup, j'ai préféré m'arrêter pour un petit moment, histoire de reprendre plus tard, quand j'aurai plus de temps et quand je serai plus motivé à le faire. Ok, très bien. Mais du coup, ça va, t'as vécu une expérience, enfin, c'était cool quand même pour toi à faire? C'était une super expérience parce que à la fois ça me défoulait, ça me vidait la tête et on se sent, on a beau dire, on se sent vraiment mieux après, quoi. Parce que, enfin, je suis pas en train de dire que si on n'est pas musclé, on se sent pas bien, mais voir son corps changer déjà, même de n'importe quel changement, c'est toujours quelque chose qui nous affecte. Et le voir changer en ce que personnellement j'estime euh, être une bonne évolution, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que je prenais de la carrure en même temps que je prenais de l'assurance. Hmm. Parce que c'est important. Enfin, c'est pas primordial et c'est pas parce qu'on est très musclé qu'on a beaucoup d'assurance. Justement, il y a des gens qui sont très musclés qui ont peu d'assurance, mais ça peut aider. Ouais, ouais, on est d'accord. Puis même au niveau en termes d'acteur, si jamais un jour t'as besoin d'un rôle où t'as besoin d'être musclé, c'est mieux si avant t'as déjà été Mhm. musclé grâce à la mémoire musculaire, ça va venir beaucoup plus vite. C'est pareil, en C'est vrai, ça. si un jour tu veux tout Mhm. perdre, bah, ça reviendra quand même beaucoup plus vite, quoi. Donc c'est plutôt une bonne C'est chose ça. de s'y mettre assez tôt. Très Mhm. cool, mec. Et ouais, C'est un outil en fait. Un outil bon, de comédien. Moi personnellement, je m'en servirais comme outil de comédien, mais c'est un outil pour plein de choses. Si on veut devenir par exemple coach sportif, c'est l'outil principal dont on va se servir, quoi. grave. Et du coup, toi, t'as abordé ça comment? Tu faisais combien de routines par semaine? Tu faisais uniquement poids de corps, en salle? Enfin, en salle. On se comprend avec du matos chez toi. Ouais. Bah, c'était un petit peu particulier parce que j'ai très peu de matériel. C'est-à-dire que j'avais des poids avec des anses. Donc, je me servais de ça pour me muscler les bras. Je faisais des pompes, beaucoup de pompes, euh, des tractions et des abdos, principalement. Donc, je travaillais pas beaucoup les jambes parce que, bah, en étant confiné, c'est un petit peu compliqué de travailler les jambes. On peut, mais disons que les exercices pour travailler les jambes, c'est pas ceux qui sont les plus intéressants. Et donc, voilà, c'est dur de s'y mettre par moment. Mais bref. Donc, c'était assez irrégulier en fait. Au début, c'était très irrégulier même. Après, j'ai fini par prendre une espèce de routine où je faisais peut-être 3-4 répétitions. En fait, je faisais très peu. C'était pas c'était des exercices plutôt choc, plus que de l'endurance. C'était vraiment davantage pour prendre de la masse musculaire, plus que pour prendre de l'endurance et du muscle en lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, à peu près, ouais, ouais. Ok. Après, j'ai pas non plus beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc il est possible que je dise de la merde. Ouais, mais tu t'es fait coacher, non? Il me semble. Par un pote à toi. Ouais, ouais, enfin, quand je dis coacher, c'est en gros qu'il m'a indiqué ce que je pouvais faire, il m'a donné beaucoup de conseils pour surtout ne pas se faire mal inutilement et pour faire gaffe à son corps, parce que la musculation, certes, c'est aussi savoir, c'est repousser ses limites, mais c'est aussi savoir où sont ses limites. Donc, il m'a donné des clés et des codes à respecter pour être correct avec mon corps, ne pas lui infliger des souffrances qui ne servent à rien. Notamment vis-à-vis des abdos, je faisais un exercice qui faisait plus m'abîmer le bas du dos que me muscler les abdominaux. Donc, c'était pas hyper intéressant. Et donc, ouais, après, il m'a coaché à distance, forcément, parce que bah, il y avait le confinement, mais il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour me dire ça, c'est bien comme exercice si tu veux te muscler cette partie-là. Et peu de temps avant le confinement, j'avais une routine où j'essayais d'aller de temps en temps chez lui, parce qu'il a un banc d'entraînement et donc je pouvais faire des exercices avec lui, quoi. Ok. C'était quoi cet exercice des abdos où tu te faisais plus mal au bas du dos? Je suis intéressé. Euh, Tu sais, c'est quand tu te mets sur le dos Uhum. et que tu lèves tes jambes. Enfin, non, c'est pas ça. C'est tu te mets sur le dos
tu coinces tes pieds sous une surface et tu te relèves en faisant des poussées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et cet exercice, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que ça musclait pas beaucoup et que ça défonçait le bas du dos. Parce que en fait, tu travailles ta colonne vertébrale et tu travailles pas du tout, presque, tes abdos. Et du coup, j'ai adopté des exercices où je soulève, enfin, je me mets sur le dos, je lève mes jambes et, et il y a d'autres exercices, je me souviens plus dans les détails, je pourrais pas te les expliquer comme ça. Hmm. Faudrait plus le voir pour le comprendre. Mais je sais il y a aussi des chaînes YouTube que j'ai découvertes, je me souviens plus des noms malheureusement, mais je sais qu'il y a des chaînes YouTube que j'ai découvertes qui m'ont aidé à connaître des exercices qui pouvaient me améliorer ma prise de masse. Ouais, c'est marrant parce que du coup, dans la vidéo que j'ai fait qui est sortie hier, je parle justement de ces exercices sur les abdos où Mhm. on fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et mec, moi j'ai fait 1 an et demi Ouais. de musculation entre guillemets au poids de corps avant de me rendre compte que ces erreurs elles existaient. Mhm. Et putain, enfin, tu te dis, on n'en Ouais, parle pas assez quoi. Genre vraiment, dans le YouTube francophone, on n'en parle c'est quasiment clair. pas quoi. C'est super triste. C'est pour ça il faut Puis même, en parler plus souvent. hmm, c'est clair. Puis même au lycée, tu sais, on fait de la musculation. Et en fait, le, personnellement, je trouve que c'est plus faites les exercices et il y a très peu de mise en garde sur les faux mouvements qu'il y a à faire, les dangers qu'il y a à faire. Évidemment, parce qu'on fait musculation avec des machines. En tout cas, nous, dans notre lycée, on faisait des musculations avec machines. Mais quand on fait de la musculation avec son propre corps, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire qui peuvent être préjudiciables et on ne connaît pas forcément ça. Ouais, c'est clair. Puis en vrai, l'avantage des machines, c'est qu'en général, tu es à peu près cadré. Et c'est pour ça qu'en vrai, les machines, c'est. Enfin, Ouais. il y a un gros débat en gros, c'est est-ce que les machines, c'est mieux que le poids du corps ou l'inverse. C'est un peu le Mhm. conflit, si tu veux, de ceux qui sont adeptes des machines, adeptes du poids du corps. Mais en gros, la réponse, c'est surtout que les machines, c'est Mhm. génial si tu viens de te blesser et que tu veux récupérer, parce que tu es beaucoup plus assisté, tu es sûr de pas faire de faux mouvements, et du coup, tu as moins besoin Mhm. de muscles pour t'équilibrer. Donc c'est beaucoup mieux, donc tu as moins de chances de te blesser en théorie. Mais ouais, c'est vrai que enfin, Mhm. je trouve ça assez hallucinant qu'on n'ait pas des cours sur comment s'entraîner avec son propre corps. Enfin, c'est un truc que tu as toute ta vie. Que si tu veux faire du sport, enfin, tu besoin de Ouais. rien du tout. C'est le truc que tu peux faire partout. Et genre, je trouve ça assez hallucinant qu'on n'ait pas de cours sur Mhm. comment. Enfin, parce que, ouais, dans tous les cas, ça peut être utile, quoi. Je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour revenir sur ce que tu disais avec le débat entre poids de corps et machine, je pense que c'est complémentaire en fait. Même au-delà toutes tes considérations, je pense que c'est complémentaire. Parce que tu, tu, enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas assez, mais personnellement, je pense que c'est complémentaire. Ouais. Après, il y a des exercices qui. Là, ça va devenir très technique, donc je vais faire juste une approche très globale. Mais il y a des chaînes cinétiques qu'on appelle T'inquiète. ouvertes et fermées. En gros, il me semble que ouverte, c'est quand c'est Mhm. l'extrémité du corps qui bouge. Par exemple, si je soulève une haltère, Ouais, l'extrémité c'est la main et elle bouge. Alors que si je fais une pompe, ma main c'est toujours ouais, l'extrémité, mais elle bouge pas, donc c'est fermé. Et en ouais, gros, d'accord. les Ouais, ouais, exercices au je poids vois. du corps sont Mhm. globalement des chaînes cinétiques fermées. Auquel cas, en fait, c'est un meilleur Ouais, transfert vers les chaînes cinétiques ouvertes que l'inverse. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'être bon en développé couché si tu fais des pompes que d'être bon en pompe si tu fais du développé couché. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est intéressant. Et d'accord. ça, tu vois, je l'ai Ok. appris il y a 2 mois. Pas du tout en cours, je l'ai appris sur un podcast. Ouais. Vraiment, j'ai kiffé Mhm. l'info. Et ouais, c'est pareil, c'est un truc qu'on sait pas Mhm. beaucoup, mais c'est très intéressant. Et sinon, sur Ouais, l'exo des abdos dont tu parles, je reviens vite fait dessus, mais j'en ai parlé du coup dans ma vidéo. En fait, ce que tu renforces, ouais. c'est surtout un muscle qui est au niveau de ta hanche. Et ça, c'est un muscle qui Mhm. s'appelle le psoas iliaque et qu'il faut pas du tout renforcer. Pour tout le monde, enfin, il n'y a D'accord. aucun intérêt à le renforcer. Si, comme moi, par exemple, tu passes tes journées assis sur une Ouais. chaise devant ton écran ou juste que tu fais pas beaucoup d'exercices, tu vois, j'en fais un peu, mais je passe quand même plus de temps sur ma chaise, il est forcément tendu. Genre, à la fin de la journée, il est contracté en permanence parce que tu es D'accord. assis. Donc, il est trop tendu et donc il faut Ok. clairement l'étirer. Et dès que tu commences à le renforcer en croyant renforcer tes abdos, ça devient de pire en pire et ça peut causer des problèmes de dos, Mhm. mais qui sont atroces. C'est pour ça qu'il faut clairement s'étirer. Ouais. Et je pense que si j'étais Mhm. moins assis, tu vois, mon grand écart latéral, j'aurais bien avant. Là, je suis loin de Ouais. l'avoir, mais tu vois, enfin, en termes Mhm. d'étirement, il faut clairement l'étirer plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est. Ouais. Puis ça, c'est pas À connu, quoi. propre, écoute, mhm. On- mais c'est pas connu du tout que ce muscle, enfin, on le sollicite plus que les abdos. Même nous, cette année, tu vois, en STAPS, enfin, j'ai fait une première année en STAPS
où quand même, enfin, c'est censé être la Mhm. formation qui te mène à être coach sportif, C'est on n'en a pas ouais. parlé une seule fois, tu vois. Enfin, ou peut-être, mais de Ouais. tête comme ça, il me semble pas, hein. Mais voilà, enfin, Mhm. c'est assez fou, quoi. Et il y a vraiment beaucoup de Mhm. trucs sur lesquels on n'est pas du tout informé et qui mènent à plein de causes de blessures. Et, enfin, même, c'est comme les crunchs, tu vois. Les crunchs, c'est les abdos, on appelle ça en français, c'est faire des abdos sur le sol. Ouais. Ben, c'était Mhm. à une période, alors j'ai plus du tout la vidéo sous la main, donc peut-être que c'est pas extrêmement juste, mais il me semble que c'était à une période l'exercice qui causait le plus de blessures chez les soldats de l'armée américaine. Parce Ah que tu ouais. sais, ils te demandent de le faire, tu tires comme Ouais. une grosse brutasse sur ta nuque et du coup tu dérègles tout dans ton dos et enfin, faire ça bien Ouais. aussi. Mhm. Mais ouais, c'est vrai que je fais beaucoup d'erreurs, quoi. Ouais. Mhm. C'est souvent le risque et c'est pour ça que ouais, c'est intéressant de se faire coacher ou au moins conseiller ou corriger par quelqu'un qui s'y connaît un peu, quoi. C'est clair. Mhm. Mais remarque, c'est comme dans tout, hein, se faire conseiller, ce sera toujours la méthode la plus simple pour avancer. Mais il y a des gens comme moi, par exemple, qui aiment bien être autodidacte et apprendre par eux-mêmes ou aller chercher l'information par eux-mêmes. Parce qu'en vrai, la majorité de ce que Mhm. j'ai appris à travers ce que j'ai pu faire, donc mes expériences, et aussi ce que j'ai trouvé sur YouTube, Ouais. quoi. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est important aussi de d'apprendre par soi-même, par l'erreur et même juste par la connaissance. C'est ce qui mène, c'est ce qui mène à la maîtrise, c'est l'erreur et la connaissance. Un maître, il pourra toujours t'apprendre, mais si tu fais pas l'effort de faire les choses, ça va te servir à rien. Donc ouais, c'est important, je pense aussi d'être autodidacte. Yep. Bon, bah mec, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le sujet. Si tu veux parler d'un truc, Mm. n'hésite pas, parce on arrive sur la Là, fin, là. comme ça, là, je t'avoue que j'ai pas vraiment d'idée. Ok. Bon, bah écoute, peut-être que en posant la question finale, tu vas avoir d'autres idées. Est-ce que, c'est une question que j'aime bien, c'est est-ce que Ouais. tu as des références à partager, que ce soit des, je sais pas, j'imagine que toi ce sera sûrement des films, mais des trucs qui t'ont marqué, des trucs que tu penses que beaucoup de gens devraient voir ou s'y intéresser, enfin n'importe quoi, tu vois, ça peut être une photo, un podcast, une personne, n'importe quoi, même une idée. Mm. Euh, je pense qu'il y a, les gens devraient s'intéresser. Là, ça va être général. Après, je vais peut-être rentrer dans la référence, mais tout d'abord à l'histoire, parce qu'on se rend pas assez compte d'une chose très simple, très basique, c'est que euh, si on connaît l'histoire, on peut éviter de recréer les mêmes erreurs, de refaire les mêmes erreurs qui ont déjà été faites par le passé. Et pour ça, il y a plein de chaînes qui en parlent. Notamment, il y a une chaîne euh, qui s'appelle, je sais plus le nom. Enfin, en tout cas, il y en a il y a une chaîne qui s'appelle Hérodote.com qui a parlé de trois choses assez différentes. Bon, je grossis le trait, hein, mais qui a parlé des croisades. Et c'est assez intéressant pour comprendre le contexte géopolitique actuel encore au Moyen-Orient, puis même pour comprendre les divisions qui existent dans le monde musulman, que ce soit à l'époque et même encore aujourd'hui. Euh, il a parlé aussi de la piraterie. Et, bon, ça, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est aussi intéressant au niveau du contexte géopolitique dans les Caraïbes et dans l'Amérique latine. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence? Moi, j'enjoins les gens à lire énormément. Ça peut être long, chiant, etc. de lire, mais il y a des livres qui font grandir. Notamment, il y a des livres de philosophes qui font grandir. Il y a aussi un livre que je conseille qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est un livre qui parle de soi-même et c'est vraiment puissant et ça peut vraiment changer une vie si on a décidé que ça allait la changer. Et c'est vraiment intéressant. Quoi d'autre? Bah, les Chicons, comme référence. Je pense que Naturellement. c'est important d'aller regarder ça. Et sinon, voilà, je n'ai pas forcément d'autres références. Ok, c'est tout, il n'y a pas de... Ok.
Mec, je suis épaté. Pourtant, enfin, moi, je te vois vraiment comme un homme cultivé, tu vois, et intéressé. Et je me disais, quoi, t'aurais plein de trucs à Hmm. partager. Ah, c'est ton moment, Je là? pense qu'il faut avant tout, Ton moment. je pense qu'avant tout, il faut que les gens cherchent par eux-mêmes Hmm. dans tous ces domaines-là. Parce que si vous voulez trouver des chaînes sur YouTube, par exemple, qui parlent de cinéma, je sais que j'ai mes chaînes favorites et il y a des chaînes que j'apprécie pas. Mais je pense que c'est important de tout regarder pour savoir si on apprécie ou pas. Par exemple, comme autre référence que j'aime beaucoup, Le Fossoyeur de films, qui parle de films, surtout de cinéma de genre, et qui en parle super bien. Il y a Karim Debache, qui est plus sur Dailymotion. On trouvera plus facilement ses vidéos sur Dailymotion, qui parle aussi de cinéma. Mais là, il parle de cinéma en rapport avec le jeu vidéo, donc deux médiums que nous sommes deux, je pense, à apprécier énormément. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde? Il y a In the Panda. Bon, je regarde plus depuis quelques temps parce que j'ai arrêté de regarder les chaînes qui parlaient de cinéma sur YouTube, sauf le Fossoyeur de films parce qu'il a une actualité qui me plaît beaucoup. In the Panda aussi, c'est pas le problème, c'est juste que je regarde beaucoup moins de choses sur YouTube qu'avant. Donc, je regarde plus le Fossoyeur de films. Et donc, toutes ces chaînes-là. Il y a aussi Not Serious, que je conseille énormément. C'est une chaîne qui est pas petite, faut pas abuser, mais qui est clairement pas assez connue comparé à ce qu'elle fait. Donc je vous enjoins carrément à aller checker son taf parce que c'est vraiment des barres. Euh, Ça c'est pour le cinéma. Après, pour la musique, si vous êtes comme moi un grand fanat d'Heroic Fantasy, de Dark Fantasy, etc., je vous conseille énormément d'aller écouter. Je pense d'ailleurs, si vous êtes fan, que vous connaissez déjà Adrian Van Ziegler, qui fait de la musique euh, d'Heroic Fantasy, enfin typé Heroic Fantasy, qui fait des musiques absolument géniales. Euh, voilà, si vous êtes intéressé par la musique de film, euh, c'est pas forcément de la musique de film qui fait, mais en tout cas, musique très, très poignante d'ambiance, etc., je vous conseille. Ok. C'est tout pour toi? C'est ton dernier mot? Mon dernier mot. Ok. Mec, C'est votre ultime bafouille? ouais. Ouais, pardon. Bonne référence, ça aussi, ouais. J'avais deux trucs dont je voulais te parler, enfin deux références sur lesquelles je voulais avoir ton avis. Mhm. Une série que putain, Ouais. je kiffe beaucoup et que j'ai re-regardé récemment, c'est Mister Robot. Est-ce que tu l'as vu? Mhm. Euh, alors, je crois que ça me dit quelque chose de non, mais de très loin. Ça parle de quoi déjà? C'est en gros, ça dépend un peu des saisons, mais globalement, c'est un groupe de hackers qui veut renverser la société un peu en mode Ouais, Fight Club en réinitialisant les dettes de tout le monde. d'accord. Alors, je crois que j'en ai entendu parler il y a quelques années, mais j'ai jamais pu me pencher dessus. Ça me dirait, vraiment, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais regardé, je crois. Donc, Ok. je pourrais pas te donner mon avis là-dessus. Je suis désolé. Ok, bah mec, sincèrement, je te la conseille déjà parce que je l'adore. En vrai, j'ai pas regardé beaucoup de séries, mais celle-là, Ouais, incroyable. Puis même, en vrai, que ce ouais, soit... j'ai rien checké là. Déjà, je sais pas si c'est ton cas, mais si t'as aimé Fight Club, enfin, tu vas forcément aimer ce truc-là. Prends pas mal de trucs de Fight Mhm. Club. Je, je- je t'avoue que j'ai encore jamais vu Fight Club parce que bon, c'est peut-être le film le plus spoilé du monde, mais du Ah coup, on ouais. m'a spoilé la fin. Et du coup, ça m'a dégoûté parce que l'intérêt principal du film, c'est ça. Donc, je le regarderai un jour parce que j'ai vraiment très envie de le voir, mais je l'ai pas encore vu. Ouais. Pour moi, l'intérêt de Fight Club, c'est qu'il faut le voir deux fois pour l'apprécier pleinement. Donc ça va. Disons que t'as passé la première Complètement. truc, faut passer à la deuxième maintenant. Et ouais, en vrai, ça reprend pas mal de trucs de Fight Club. Puis même sur un aspect technique, le D'accord. réal est ultra original. Mec, il y a un Mhm. épisode de 50 minutes où il y a que deux phrases, genre une au début et une à la fin, et c'est complètement naturel. Alors moi, je m'en étais pas rendu compte, je suis allé voir les critiques de la série. Et après, ils disent il y a un épisode sans parole, c'est le seul mec sur cette terre qui peut se permettre de faire ça. Il y a un épisode qui est tourné très Ouais. théâtral, en 6 actes. Enfin, c'est super bien fait. D'un point de vue technique, c'est Ah, hallucinant. stylé. Donc vraiment, je te conseille ça. D'accord. Et puis Bah sinon, écoute, j'irai checker.
Ouais. Et puis sinon, c'est un YouTuber dont j'entends pas mal parler ces temps-ci. Enfin, en vrai, Mhm. ça fait longtemps que on en parle pas mal, mais ces temps-ci, j'ai entendu son nom. C'est Casey Neistat. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je connais pas. D'accord, bah mec, je suis choqué. En gros, c'est un gars enfin, qui voulait devenir acteur. Et quand il a eu son premier film à Ouais. succès, hein, entre guillemets, il s'est dit en fait Mhm. les films, c'est pas fait pour moi, il faut que je devienne youtubeur et que je fasse mes propres vidéos uniquement par moi-même. D'accord. Et depuis, il est devenu youtubeur et il Mhm. a grave cartonné. Il a un style bien à D'accord. lui, il est incroyable en storytelling. Enfin, c'est un style vraiment très agréable à regarder. Je le suis pas depuis très longtemps, mais Ok, du peu que ok. j'ai pu voir de ce qu'il fait, c'est assez intéressant et assez inspirant. En tant que youtubeur, forcément, ça m'intéresse Mhm. beaucoup, tu vois, parce que ça fonctionne bien et puis c'est un style Mhm. bien à lui. Ouais. Et mais voilà, c'est voilà, deux références que moi je te partage. T'en fais ce que tu veux, mais voilà, D'accord. Bah écoute, j'irai checker les deux, parce que ça me tente bien les deux. ça roule. Bon bah mec, moi j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais et les sujets que je voulais aborder avec toi. Ah non, ouf! Heureusement, je vois la petite note en haut à droite de ma fiche. Je vais juste me permettre, si tu me permets, de revenir sur une citation que tu as mise Vas-y. sur ton Facebook et que j'ai trouvé très belle. Mhm. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Est-ce que tu veux développer autour de cette citation? Parce que j'ai trouvé ça très beau et très intéressant. Parce que ça rejoint un peu cette idée il faut C'est connaître une, l'histoire, on dirait. c'est une citation, il me semble, de Maître Yoda dans Star Wars. Et enfin, c'est peut-être pas de lui, celle-là, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est repris dans Star Wars. Et c'est cette idée que on se crée nous-mêmes nos propres ennemis. On n'a pas de personne sur Terre qui soit née pour être notre ennemi. Simplement, la peur, la peur de l'autre, etc., cette peur, ce qui est, souvent, les gens parlent de racisme, en omettant une chose très importante, c'est que ce racisme existe à cause d'une peur. Justifiée ou non, en général, c'est compliqué de comprendre si c'est justifié ou non. Mais souvent, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est plus vraiment justifié. Mais il y a une peur de l'autre, une peur de quelque chose que l'on ne connaît pas, une peur d'une culture qui peut être différente, d'une façon de voir les choses qui peut être différente. Et ne serait-ce qu'une simple chose, c'est que euh, bah, voilà, bah, je vais reprendre un exemple de Star Wars, et je crois que c'est un moment où Maître Yoda dit personne par la guerre ne devient grand. Et pourtant, Star Wars se base énormément sur une culture asiatique, notamment nippone, parce que les, c'est un, les films sont basés sur une structure une structure, pardon. Les films sont basés sur une structure très japonaise euh, pour le film. Et pourtant, dans la culture nippone, sans non plus glorifier la guerre, ils estiment il faut être un grand combattant courageux, pour résumer énormément le truc, et que il ne faut pas craindre la mort. Au contraire, il faut vivre et accueillir la mort lorsqu'elle peut venir. Et quand on entend des fois dans des histoires, dans des films, dans des jeux, des guerriers qui soient japonais ou nordiques, qu'ils ouvrent leurs bras à une mort tant qu'elle est épique dans une bataille, comparé à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et en fait, pour donc résumer, moi ce que je pense de cette citation, c'est que si on n'avait pas peur de l'autre, si on arrivait à faire l'effort de vouloir et apprendre de l'autre, on n'aurait aucune discrimination. Il n'y aurait aucun problème dans notre société parce que, bon, évidemment, ça n'arrivera peut-être jamais. J'espère que ça arrivera, mais pour le moment, ça n'a pas l'air parti parce que justement, je trouve que les écarts se creusent entre les gens qui n'ont pas les mêmes idées. Et pourtant, c'est dans ces temps de crise, je parle pas forcément du coronavirus, mais surtout de l'époque qu'on traverse, avec les changements climatiques, etc. C'est maintenant qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on comprenne qu'on est tous nés sur la même planète. On n'est peut-être pas dans le même pays,
et on est tous sur la même planète. Et si on a peur de l'autre, on ne peut pas aller vers l'autre, et donc on refuse l'autre, on le refoule, et on le parque, on estime qu'il est inférieur, etc. Et ça mène à la violence. Et voilà, c'est ça que je voudrais dire sur cette citation. Bah mec, j'ai pas grand-chose à ajouter, t'as été très complet sur le sujet, merci de ton témoignage. Je pensais que c'était très intéressant de revenir Merci à dessus. toi. Ouais, bah franchement, vraiment un plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. Donc, comme je te Pareil l'ai pour dit, moi. si t'as un autre sujet que tu veux aborder, c'est le moment là avant qu'on coupe, mais Là, je t'avoue que j'ai pas forcément d'idée. Après, si jamais, si je te le propose, si jamais j'ai une idée ou si tu as une idée, je suis partant pour qu'on se refasse ça. bah, j'allais te le proposer aussi parce que enfin, ouais, t'es un mec qui t'intéresse à plein de sujets, donc il y a forcément plein de trucs sur lesquels on pourrait parler. Donc, avec plaisir, mec, si on doit refaire un épisode. Je suis partant aussi. Parler avec toi, c'est très intéressant, donc je suis vraiment partant aussi. Bah, je te retourne le compliment. Bon, bah, du coup, Merci. on va pouvoir clore ce podcast là-dessus. Et puis, Mm. ben, ouais, encore une fois, un plaisir. Et puis, ben, à la prochaine. Normalement, l'épisode devrait être posté pas demain, vendredi, mais le vendredi d'après. Je vais essayer d'avoir un rythme assez régulier de tous les vendredis. À voir si j'arrive à m'y tenir. C'est pas sûr, mais ça serait cool. Et puis, ben, Je te souhaite bonne chance pour ça. merci Merci. beaucoup. Puis ben voilà. Hein, à la prochaine, tout le monde. Ciao. À la prochaine. Ciao.